Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce podcast Soccer BBN, l'édition du 7 avril 2021. Jeff et Arius avec vous dans le podcast pour ce soir. Et encore une fois ce soir, on a des gros sujets. On va se parler Canada féminin qui sera sur Radio-Canada. On va se parler du Canada qui progresse au niveau de la FIFA et du classement du même coup de la CONCACAF. La situation des gardiens chez le CF Montréal. Les matchs de la CONCACAF hier, les matchs de la CONCACAF aujourd'hui. Toronto qui est en action, ça commence maintenant. On va suivre ça avec les membres tantôt. Paraît qu'on va même suivre le match en direct. On va voir tout ça. Mais tout juste avant ça, Arius, je veux te demander quand tu t'es levé ce matin et que tu pensais au match PSG contre le Bayern, est-ce que tu pensais que le PSG allait l'emporter de cette façon-là sur le Bayern? Je vais être très honnête, puis moi je suis un fan de PSG, JF, et puis dommage pour les fans de Bayern aujourd'hui. On a vu un Mbappé en grande forme, et non, et pour répondre à ta question, jamais, puis 3 buts en Allemagne à Bayern Munich. De toute beauté aujourd'hui. Comme qu'on dit souvent, JF, dans notre langage, le ballon est rond. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Exactement, et on l'a prouvé aujourd'hui. Et tu sais, je regardais les commentaires tantôt sur Twitter, puis je pense un qui résume très bien la situation. Il y en a un qui a marqué: la meilleure équipe aujourd'hui a perdu, mais c'est tant mieux pour le soccer du côté de Paris. Alors, tu sais, c'est vraiment ça. Je pense que le Bayern a eu quand même, somme toute, un bon match malgré tout. Mais cette passe, je veux qu'on aille voir ça, cette passe de Neymar. J'ai ça juste ici. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Elle est parfaite. La passe est parfaite. JF, tu l'as bien dit. Mais Marquinhos a bien lu le jeu aussi, a vu une défense Bayern que j'ai trouvé qui était chancelant en première demi. Et puis, ils se sont fait prendre à contre-pied. Et puis, effectivement, quelle passe en une touche de Neymar. Contrôle parfait de Marquinhos. Et puis, on a vu les grands canons aujourd'hui de PSG répondre à Bayern Munich aujourd'hui. Puis Neymar 2 passes, Mbappé 2 buts, Marquinhos le capitaine le 2e but. Donc, effectivement. Et tu sais, on va se le dire, là, Neymar est quand même droitier. Et là, c'est tout un contrôle directement du pied gauche. En une touche. C'est fou, c'est fou. De toute beauté. C'est vraiment, c'était vraiment wow. Je vais juste aller voir ce qui se passe du côté. Oh, on va enlever ça temporairement. Du côté de Lyon Toronto, ça va débuter donc dans quelques instants. On va suivre ça, bien sûr, avec vous ce soir. Canada féminin sur Radio-Canada. Bonne nouvelle ça pour le soccer d'ici, surtout le soccer féminin. Je pense que on fait notre part, nous, ici à Rius, pour le soccer féminin. Je pense qu'on en a parlé énormément dans les podcasts. On a reçu Amandine, on a reçu son nom m'échappe. Laura Chénard. Laura Chénard, c'est ça, exactement. Donc, ici, on a reçu quand même des gros morceaux et on a parlé plus souvent qu'autrement donc du soccer féminin. Fait que c'est le fun de voir que ils seront diffusés donc sur la plateforme de Radio-Canada. Je pense que ça va être sur les internets, donc j'ai pas tout confirmé. Effectivement, bonne nouvelle, Jeff, tu l'as bien mentionné. Puis, et puis, pour continuer dans le même sens que tu dis, oui, ils ont mentionné aujourd'hui que le football féminin serait sur les réseaux de Radio-Canada. Ça diffusera en ligne, puis il y aura 21 matchs
qui vont être diffusés. Et puis, la commissaire Lisa Bird a bien mentionné que depuis qu'elle est en place le 10 mars, elle veut s'assurer de bien promouvoir le soccer féminin. Puis on en a souvent parlé, JF, toi et moi, comment que le football féminin n'est pas assez valorisé, et puis mettre l'emphase aussi sur le développement du football féminin pour qu'on regarde un peu plus les grandes vedettes comme Megan Rapinoe, Christine Sinclair. Mais aujourd'hui, on a la chance de voir, pour 21 matchs, on a la chance de voir ces joueuses-là en action sur les réseaux de Radio-Canada. Et c'est une bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle, le Canada qui est en hausse au classement de la FIFA. Et j'ai partagé dans le fond avec toi tantôt, je vais juste aller rechercher mon classement. Question de me suivre. Canada, donc, qui gagne 8 points, qui bouge de 3 places au classement de la FIFA. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et entre dans le top 6 de la CONCACAF, tout près du top 6, donc de la CONCACAF en 7e place. Donc, c'est vraiment bien. Là. Le Canada est en bonne direction, devrait amasser des points là, assez prochainement. Mais on est-tu rendu là, Arius, à viser le top 3? Moi, je pense que avec la présence de la MLS, avec la CONCACAF, avec tous les tournois qu'on a, moi, je pense que le Canada peut pas aspirer à autre chose que se battre avec les États-Unis et le Mexique. Mais écoute, avec tous les investissements, avec tous les joueurs qu'on a en ce moment, GF, à l'étranger, les Alphonso Davies, les Jonathan David, on n'a pas le choix aujourd'hui de se comparer, puis de vouloir se comparer au top de la CONCACAF, puis de vouloir d'être au top de la CONCACAF. Et puis, il faut. Puis d'ici 2026, nous voulons accueillir la Coupe du Monde. Donc, la CPL, on voit qu'elle est en train de plein de développement. Donc, on voit que notre football est en train de se développer. On voit nos joueurs internationaux, c'est des superstars. Donc, il faut continuer et si le Canada fait partie des tops de la CONCACAF, ça va être bon pour notre sport, puis ça va continuer à se développer dans le bon sens. C'est garanti. C'est garanti que ça va donner beaucoup plus de force à nos joueurs, à notre développement également. Puis l'autre fois, on en parlait justement ensemble. Plus qu'on va avoir de modèles canadiens qui vont s'établir à l'international, comme des Alphonso Davies, comme des Jonathan David, tu sais, Sébastien Breza qui arrive. Bref, qui revient par chez nous. Des joueurs comme ça vont faire en sorte que la qualité va progresser, puis elle va progresser encore plus, selon moi, lorsque cette génération-là deviendra directeur technique, lorsque cette génération-là deviendra des entraîneurs. La journée où, par exemple, tranquillement pas vite, on met des Anthony Jackson-Hamel au développement, on met des Samuel Piette, on met des joueurs qui ont connu ce haut niveau-là, tranquillement pas vite, on va chercher ce gap-là qu'on a dans le développement, et c'est ce qui est important. C'est ce qui est important. On a souvent parlé, JF, de la culture. Donc, un joueur qui a un ancien professionnel qui a vécu, qui sait c'est quoi, être dans un milieu professionnel footballistiquement parlant, s'il a le côté pédagogique, la méthodologie de pouvoir retransmettre, redonner aux jeunes, c'est bénéfique pour notre sport, c'est bénéfique pour le développement de nos jeunes. Et puis on en veut plus des jeunes, des anciens joueurs. Puis même si vous avez joué même s'ils ont seulement joué des niveaux universitaires ou un niveau collégial, s'ils ont la passion pour le sport, puis la volonté de vouloir apprendre, c'est très bénéfique pour le développement du foot. On voit, ça fait 35 ans, JF, que le Canada n'a pas fait la Coupe du Monde. Donc, on a-tu besoin de se questionner sur notre développement? Oui, on a besoin c'est vraiment ça. Puis tu sais, on le voit, puis tranquillement, pas vite, là, ça développe. Les académies,
privée se développe, arrive. Exact. Pour être dedans, je pense que tu sais exactement c'est quoi. On a aujourd'hui le Manic qui annonçait là, une association avec Laval, si je me trompe pas, qui va leur permettre à avoir des joueurs qui vont jouer, bien qu'ils fassent partie de l'académie. Fait que je pense que tranquillement pas vite, on s'en va dans la bonne direction. Tranquillement pas vite. Puis il faut avoir cette ouverture d'esprit-là pour le bien encore net, puis on va se répéter, mais pour le bien-être du développement de notre sport. Oui, c'est ça, exactement. C'est ce qu'il faut. Fait que faut que ça continue à se développer. Une autre chose qui se développe, c'est la situation des gardiens au CF Montréal. Oui. J'ai pas compris, Arius, le move, puis on en a parlé un petit peu brièvement avec Richard à MLS dimanche, Franco. Ouais. À MLS Franco, exactement. Mais je veux qu'on revienne là-dessus. Donc, le CF Montréal qui a confirmé l'arrivée de Sébastien Breza en prêt depuis Bologne. Et le prêt, donc, de CF Montréal vers Valor FC pour Jonathan Sirois, qui était le troisième gardien à venir jusqu'à présent. Et j'ai de la misère à comprendre le move de dire on emprunte un gardien pour pouvoir en prêter un. Puis l'autre chose qui ça n'a pas de lien avec les gardiens, mais une autre chose qui me tracasse un peu, c'est Sean Rea qui est parti en même temps que le gardien du CF Montréal, s'est fait confirmer des minutes de jeu, s'est fait garantir des minutes de jeu et un nombre de titularisations avec Valor FC. Et ça, j'ai un peu de misère parce que dans l'optique où on essaie de développer des joueurs, de les faire grandir, si jamais au sein de Valor FC, il y a un joueur qui, poste pour poste, est meilleur que Sean Rea, on va peut-être être obligé de le laisser sur le banc parce que Sean Rea a un contrat béton, si on peut le dire. Ça, je suis moins à l'aise avec ça. Et je comprends ton point de vue. Puis en même temps aussi, je comprends que la CPL en ce moment est ce que je compte. Je ne sais pas s'il y a vraiment une entente avec les équipes de la MLS ou certaines équipes, mais je comprends que en ce moment, les équipes qui font partie de la MLS essaient de travailler en parallèle avec la CPL dans le but de permettre à ce que les jeunes, parce que je crois que il y a des jeunes qui sont dans la MLS, qui ont un meilleur background ou qui ont un meilleur futur que certains jeunes qui sont dans la CPL. Techniquement parlant, c'est supposé d'être vu comme ça. Donc, à partir de là, c'est comme une hiérarchie, puis je comprends très bien ton point, JF. C'est comme, OK, tu as besoin de joueurs, tu as besoin d'arriver à un certain standard. Ben moi, j'ai des joueurs ici que ils sont plus jeunes. Je ne peux pas les assurer un certain nombre de minutes. Mais si toi, tu peux me les assurer un certain nombre de minutes pour leur développement, ben on pourrait s'entendre sur ce deal-là. C'est ça, exactement. Tu comprends? C'est des ententes. Ouais. Je pourrais te le prêter. Fait que c'est des ententes, c'est la business, c'est comme ça qu'elle est. Et puis, oui, effectivement. Mais moi, je crois que aussi, avec le nombre de matchs qu'il y a dans l'année, les jeunes aussi dans la CPL, ben oublie pas, hein, on en avait discuté un peu de la CPL. Les jeunes qui sont dans une équipe dans la CPL doivent aussi jouer un certain nombre de minutes. C'est sûr, ça c'est définitif. Ça, c'est définitif. Faut qu'ils touchent le ballon, puis ils sont vraiment au cœur de leur développement. Donc, voilà. Que ce soit le 15e ou voilà, que ce soit le 15e jusqu'au premier joueur, il y a un certain nombre de minutes qu'il doit jouer. Donc, à partir de là, c'est une ligue qui est là pour le développement. Et puis, les joueurs qui sont dans la MLS, les joueurs canadiens, puis qui pourraient être une bonne visibilité pour la ligue, ben, je crois que la ligue est très ouverte à ça, puis les clubs sont très ouverts à ça, à les avoir.
puis ils sont comme considérés comme des superstars, je crois. Oui, des Sean Rea, ouais. Moi, je pense qu'ils sont comme des superstars. C'est vraiment bien fait. C'est un give and take. C'est un give and take, exact. Ouais. D'un autre côté. Rémi nous dit... C'est mon opinion, hein, c'est mon opinion. Au niveau des transferts du gardien, je crois qu'on vise un transfert éventuel pour Breza pour qu'il soit le numéro 1. Faut comprendre une chose dans cette rotation-là, c'est que Sébastien Breza était 4e gardien du côté de Bologne FC. Bologne. Ça mène ici, bon, on sait qu'il va être 3e gardien. Pour l'instant, Diop est premier, Pantémis demeure 2e. En tout cas, faudra que Pantémis prouve en MLS qu'il peut déloger, bien qu'il ait bien fait en sélection nationale U23, mais je pense qu'il va y falloir des minutes MLS pour démontrer qu'il va prendre la place. Au travers de tout ça, je pense qu'on voit clairement que Diop ne sera pas le gardien d'avenir à long terme du CF Montréal. Je pense que ça, c'est écrit dans le ciel. Il avait un peu discuté en fin de la saison dernière de son avenir avec le club qui n'avait pas été rappelé. Puis, tu sais, son contrat, il n'y avait pas eu de nouvelles du CF Montréal. Il était un peu déçu. Puis, on semblait pas trop avoir aimé ça du côté du CF Montréal, que Diop sorte publiquement avec ça. Bref, tout ça fait en sorte que je pense que on a observé du côté d'Olivier Renard de belles choses au niveau de Pantémis. Il y a peut-être une chimie qui s'est mise en place avec Breza lors des U23, puis on s'est dit, pourquoi pas avoir ce duo de gardiens de but? Moi, je pense qu'éventuellement, et Olivier Renard s'en est jamais caché, tous les joueurs du CF Montréal sont disponibles à un transfert. Je pense que, tu sais, il a été clair là-dessus. Fait il y a des équipes MLS présentement, dont DC United, qui cherchent un gardien de but. Ça m'étonnerait pas qu'éventuellement, on fasse un move. Mais là, présentement, pour l'instant, à court terme, la fenêtre est comme refermée parce que, en ayant prêté Jonathan Sirois, en MLS, t'as presque pas le choix. Il faut 3 gardiens. Il te faut 3 gardiens. Donc, de laisser partir Clément Diop, ça impliquerait qu'on rappelle Jonathan Sirois. Et là, je suis pas certain du trio Pantémis, Breza, Sirois. J'aime aussi bien avoir Diop, Pantémis, Breza, parce que Jonathan Sirois, je pense qu'il n'est pas encore peut-être à la maturité MLS. Faudra voir, mais Rémi dit que c'est une vision à long terme, et je pense que oui, sincèrement. Je pense que c'est vers là qu'on s'en va. Ouais. Oui, puis tu as touché le point qui est clé, JF, qui est, je pense que le jeune Sirois n'est pas encore prêt, n'a pas encore la maturité. Et puis, on veut s'assurer, premièrement, d'avoir un bon début de saison avec Diop, et puis avoir 2 bons jeunes prodiges derrière lui, parce que la saison est longue. On sait les protocoles ça va être très sévère. Dit-on-lui, on en a parlé. Les tests de COVID, on doit s'assurer que le gardien passe le test avant qu'il monte sur le terrain. Donc, il faut avoir 3 gardiens compétitifs pour pouvoir être compétitif tout au long de... T'as pas le choix, tout au long de l'année. Donc, à cet aspect-là, je pense que Olivier Renard, on en a discuté, a fait son travail. Il s'est assuré presque à toutes les postes qu'il y a une profondeur pour que, au cas où qu'un soit blessé ou n'a pas accès pour avoir au match, qu'on a un joueur pour le remplacer. Puis, je pense que Breza amène cette compétition-là. Oui, effectivement, c'est un gars qui a joué en Italie, dans les divisions série D, série C. Il y a 54 apparences dans la ligue. Et puis, c'est un Canadien, donc il faisait partie des programmes de l'équipe nationale. C'est un retour à la maison, donc il faisait partie des programmes U20, U21, U20, U17, U23. Donc, c'est un bon retour pour lui. Puis, je pense que c'est le fun d'avoir des gars qui connaissent déjà l'environnement, qui connaissent déjà le milieu, comme Olivier Renard l'a si bien mentionné. Et puis, il pense qu'il a beaucoup de talent pour compétitionner Pantémis et Diop.
Je pense que oui. Pour je veux juste prendre un dernier commentaire avant qu'on poursuive. Il y avait Hugo qui te félicitait. Bravo, Arius, ce super podcast il y a une semaine. Donc, Hugo qui était avec Merci, nous. Hugo. On va tomber donc sur les matchs CONCACAF. Ça a commencé hier, la Ligue des champions de la CONCACAF. Un match Portland contre CD Marathon qui, pour moi, a été un peu cacophonique. Sincèrement, j'ai trouvé que c'était brouillon dans cette rencontre-là. Un match spécial également, par contre, Atlanta United contre Alajuelense, alors que il y a eu une carte rouge. On a eu un nouveau gardien qui est arrivé de nulle part, Rocco Rios, qui est élu joueur du match. Bref. Ouais, il a eu un très bon match, hein? Hey, vraiment, je pense que oui, sincèrement. C'est vraiment bien. Rémi nous dit, tu sais, à Montréal, on est fort, ces gardiens. on aime ça les gardiens à Montréal. Et donc, c'est ça, les 16e, la ronde des 16 quarts de finale a débuté hier, ça se poursuit ce soir. Philadelphie était en action un petit peu plus tôt. Au moment où on se parle, Toronto est présentement en action. C'est 0-0 à la 16e minute de jeu. Donc, on va suivre ça avec les membres dans quelques instants. Puis, on a les clips vidéo, donc des faits saillants des matchs d'hier soir. Donc, on poursuit à l'instant avec les membres seulement. Je vais juste ajouter tout ça comme il faut. Et c'est réglé. Donc, hier, premier match. Et je vais y aller avec ça. Atlanta contre... Ah non, c'est pas le premier match. Excusez, je vais juste revenir là. Oh, on va repartir ça du début. Atlanta contre Alajuelense, c'était le deuxième match hier, mais je veux juste qu'on regarde la séquence où le gardien se prend un carton rouge. Est-ce que c'est sévère? Parce que je vais essayer de remettre juste la séquence. Il sort agressivement, ça c'est sûr. On se fera pas de cachette. Il sort quand même agressif, mais moi je pense que si le ballon part dans l'autre sens, il est correct. Tu sais, mais ce que j'ai moins aimé, c'est le fait que l'arbitre sort le carton jaune. On voit clairement le carton jaune. Puis là, il y a un attroupement des joueurs d'Alajuelense et finalement, on décerne le rouge au gardien. Mais je pense qu'en même temps, il attendait aussi l'accord de peut-être du vidéo, puis les gens aussi avec qui il est en communication. Parce que si tu regardes bien dans le vidéo, Jeff, tu peux rejouer encore le vidéo. Oui. Au moment que le ballon est parti, le gardien a comme été pris par surprise parce que regarde, c'est un mauvais contrôle du défenseur, une mauvaise passe. Ouais. Et puis, est-ce que c'est ce qu'on demande à un gardien? Ben oui, mais c'est ce qu'on demande à un gardien de faire. Donc, on demande à un gardien d'être très agressif, sortir sur le jeu, sur le ballon. Et malheureusement, il était en retard. Il était en retard dans sa sortie. Puis, c'est le dernier homme. Puis, les règlements sont clairs. Quand tu fauges l'attaquant, puis tu es le dernier homme, c'est une carte rouge. C'est un carton rouge. Donc, l'arbitre voulait s'assurer. Tu vois, il a tout de suite dit aux joueurs, calmez-vous, parce que là, lui, il est en train de s'assurer que ses juges de ligne lui disent oui, effectivement, c'était le dernier joueur. Parce que là, regarde, c'était le dernier joueur. C'est clairement le dernier joueur. C'est clairement ça. C'est clairement le dernier joueur. Parce que les quatre défenseurs de Atlanta ont arrêté de jouer. Ouais. Ils ont complètement arrêté de jouer. Parce que si on regarde ici, on va clairement le voir. Là. Fait que voilà, mauvaise touche. C'est ça. Ici, il y a une mauvaise touche. Puis là, et puis une mauvaise remise. Les quatre défenseurs. L'attaquant a très bien anticipé. Puis là, on voit très bien qu'il est en train de prendre une avance. Là. Ouais, le gardien est en retard complètement. Ouais. Là, il a joué le ballon avant le gardien. Donc, dès qu'il a joué le ballon avec le gardien, c'est une carte. C'est une bonne décision de l'arbitre.
difficile à prendre comme décision, mais c'était une bonne décision de l'arbitre. Et j'ai eu l'impression qu'on a essayé de... Là, je pense que du côté de l'arbitre, on s'est demandé, bon, est-ce qu'on est trop sévère? Est-ce qu'on n'est pas trop sévère? J'ai l'impression qu'on a lancé cette deuxième demi-là avec un penalty qui pouvait être douteux parce que hier, quand j'ai regardé le match, moi, clairement, je voyais que le joueur mangeait le ballon en plein visage. En plein visage. Et si je regarde aujourd'hui la séquence, il semble y avoir effectivement la main levée. Je pense qu'on va le voir. Mais c'est les nouvelles règles. C'est les nouvelles règles. Le défenseur, c'est très bien. C'est les nouvelles règles. Maintenant que tu taques, que tu glisses, que tu sors pour bloquer un tir, il faut que tu aies les mains collées sur le corps. Ouais. C'est que si tes mains sont dans les airs ou quoi que ce soit, malheureusement, ici, le ballon te touche les mains dans la boîte. Oh. Boum! C'est... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est ça, on voit clairement que la main est levée. Ouais. Mais peut-être que le ballon a frappé son visage et la main par la suite. Ouais, c'est pas clair, hein? C'est pas clair. Ouais, c'est ça. Mais... Ça a frappé son visage et la main par la suite. Je pense que oui, c'est ça, parce que... Ça a frappé son visage, parce que je l'ai entendu crier, moi. Ouais, mais c'est drôle, dans cette action-là, quand j'ai entendu le joueur « Ah !» crier donc sur l'action. Mais je pensais qu'il avait eu un coup de ballon dans le visage. Mais effectivement, il a eu le coup de ballon dans le visage, mais en même temps que le ballon a frappé sa main. Malheureusement pour lui. Parce que les mains doivent rester collées sur le corps. Dans la boîte, les mains doivent rester collées sur le corps. C'est les nouvelles règles. Hein? Oui, c'est ça, exactement. Maintenant, pas le choix. Maintenant, en Europe, on apprend aux défenseurs comment sortir avec les mains collées sur le corps. Oui. Et ben là, c'est le penalty qui aura donné la victoire à Atlanta au compte de 1-0. Atlanta qui s'est débattu donc à 10 contre 11. Mais il a été chanceux, là. Il a été très chanceux. Il a été chanceux. Je pense qu'il a un peu raté. En tout cas, à mes yeux, à moi, là, il a raté sa prise de balle. Et le ballon, en tout cas, il va où ce qu'il veut, mais je suis pas sûr qu'il va à la vitesse qu'il veut qu'il aille. Le gardien a été malchanceux. Le gardien a été malchanceux. Parce que le ballon fait un bond. Regarde, juste avant. C'est ça, exactement. Boum, tu vois? Ouais. Fait que je pense que dans le plan, il ne devait pas faire de bond, il devait rentrer direct. Non, exact. Les joueurs du soccer. C'est ça. Mais Rocco Rios qui est rentré, donc... alors qu'on évoluait à 10 contre 11, donc change le gardien, c'est le gardien Guzan qui a pris un rouge dans cette rencontre-là et personne ne le voyait venir, ce gardien-là. Je pense qu'à minute qu'on l'a mis sur le terrain, on s'est dit, ça y est, on a échappé le match du côté de Atlanta, mais ils se sont très, très bien défendus. Ils sont très bien défendus. On a vu un Atlanta... bloc très serré et puis qui se sont battus et puis c'est pas l'Atlanta qu'on a vu l'an dernier. Non, clairement pas. Clairement pas. Et puis et effectivement, moi aussi j'aurais donné à un gardien inconnu qu'on connaît pas qui arrive dans le match puis il en a fait des arrêts et puis l'autre équipe a tout essayé de faire. Pour marquer, puis ils n'ont pas réussi à marquer. Le gardien était toujours au bon endroit pour faire l'arrêt, et puis qui a donné la victoire à Atlanta. Une belle victoire d'équipe. C'est une belle victoire. Dans l'autre match, j'ai pas sorti les clips vidéo, là, mais Parkland, j'ai trouvé ça difficile à écouter, sincèrement, contre CD Marathon. Je trouvais que ça manquait de cadence, beaucoup d'arrêts de jeu. Il me semble qu'on sifflait à tout bout de champ. Tout le monde était à terre. J'ai pas eu l'impression qu'on a joué un beau match de soccer. C'était un match très, comme tu dis, assez. Mais les deux équipes assez hermétiques et puis très bizarres. Et puis, il y a eu quand même beaucoup de buts. Il y a eu 2 buts de chaque côté. Puis je pense que les équipes mexicaines, on les voit, hein, ils ont beaucoup d'énergie, ils ont beaucoup de rythme, parce que la Ligue, la Ligue au Mexique, ça fait longtemps qu'elle roule, puis, et puis les équipes de MLS, ils recommencent.
Et puis bon, ben il y a il manque encore beaucoup de chimie dans leur jeu. Puis on voit que c'est un jeu qui est très peu cassé, très peu construit. C'est très direct, c'est très vertical. On travaille beaucoup défensivement. Et puis on essaie de jouer la contre-attaque, donc qui vient un peu d'effet. Tu sais, ces équipes-là qu'on n'est pas habitué de jouer contre. Ben, c'est sûr que tactiquement parlant, ben, ça vient un peu jouer un peu sur ton rythme de jeu, tactiquement parlant, sur tes déplacements aussi sur le terrain. Donc, c'est peut-être pour ça que certaines équipes mexicaines ont un peu des difficultés contre les équipes de la MLS en ce moment, parce que physiquement, je pense que quand on en a souvent parlé, la MLS, c'est quand même une ligue assez physique. Et puis, Mexique, ben, c'est une ligue qui joue beaucoup ballon, rapide au pied. Et puis, c'est pas des joueurs très physiques. C'est des petits joueurs. Donc, même la Ligue Costa Rica aussi, en Amérique du Sud. Donc, on voit physiquement la différence, là. Oh, il y a eu le premier but. Léon qui vient de prendre les devants 1-0 face à Toronto. Belle frappe à la volée. Un peu chanceuse, on voit qu'elle prend le chemin du poteau intérieur. Donc, c'est Navarro pour Léo qui marque on semble être à 25e minute de jeu environ présentement. Ça risque d'être difficile ce soir pour TFC parce qu'avec l'absence de Pozuelo, je pense qu'il est blessé. Je suis pas sûr s'il avait commencé parce qu'on disait qu'il allait peut-être pas commencer. Et puis aussi, Léon, c'est une des meilleures équipes en ce moment au Mexique. Et puis c'est une machine qu'on dit. Et puis c'est le premier match vraiment de la saison de TFC. Donc, ça va être très difficile pour eux. Espérons qu'ils vont pouvoir tenir le rythme. Le coup. Ouais, c'est ça, exactement. Pour éviter la catastrophe. Ben oui, parce que tu en parlais tantôt, les équipes mexicaines sont très bien huilées et on l'a vu hier. Ouais. Portland, à 2 reprises, a pris les devants dans cette rencontre-là et la réplique, elle est venue immédiatement. On a marqué à la 35e minute du côté de Portland. 4 minutes plus tard, c'était 1-1. On a marqué également... là, c'est un own goal, le deuxième but, mais une dizaine de minutes plus tard, on ramenait le match à 2-2. Fait que, tu sais, on n'a jamais laissé l'équipe adverse filer. Et ça va être difficile, donc, pour Toronto, selon moi, de revenir dans le match maintenant qu'on a concédé le premier but. Je pense qu'on va y aller très conservateur. Et là, on voit la possession chez Léon. Et d'après moi, c'est ce qu'on va jouer, là. C'est ça. Écoute, Armias, l'entraîneur, Léon va faire circuler le ballon, puis Armias, l'entraîneur, est très conscient contre l'adversaire qui joue. Et puis, il a dit que son équipe va être très agressive à vouloir aller chercher le ballon, ils vont presser. Et puis, espérons que, ils vont pouvoir... écoute, on ne sait jamais avec Toronto. Ils ont quand même des joueurs assez expérimentés. Bradley, Altidore qui est là, Akinola. Qui est là aussi. Akinola aussi, je pense qu'il ne joue pas ce soir. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il n'est pas là. Donc, il n'est pas là. Fait que, parce que si je regarde... Il leur manque quand même des joueurs clés, là. Il leur manque quand même des joueurs clés ce soir. C'est ça, exactement. Et quand je regarde le 11 de départ, Laria, c'est Laria, je voulais dire, et non Akinola. Mais on a Bono, Laria, Gonzalez, Zavaleta, Oro, Priso, Bradley, Delgado, Okello, Schaffelberg et Altidore. Silva, Dorsey, Fraser, Gallardo, Mullen, Perusa et Singh sont en substitution. Exactement. Pour ce soir. Donc, ça va être super intéressant. Philadelphie qui s'est incliné, si je me trompe pas, 1-0. Non, ils ont gagné 1-0. Ils ont gagné, 1-0. Ouais. Match un petit peu plus tôt. Donc, très beau but de Shabels. C'est ça. C'est pas facile, hein?
Je l'avais Non. noté, puis là, j'ai dit, je me risquerais pas. Je voulais pas maganer ça. Je l'ai pratiqué. Shabbles cause. Shabbles cause. Non, c'est ça, c'est pas Très facile. beau but de Shabbles. Ouais, pas facile, pas facile. Mais écoute, Union, une équipe très, 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 très disciplinée, très structurée. Et bon, ils ont fait face à une équipe pas de la même trempe de Deportivo ou de León. Mais ça a pris ça. Ouais. Puis, écoute, si je pense qu'il y a une équipe dans la MLS qui risque d'aller très loin cette année dans la CONCACAF Scotiabank Championship, c'est bien Union Philadelphie. Je pense que oui. Cette Je année. pense qu'ils ont de la place. LA, pas LA, mais Atlanta, je pense qu'ils s'en vont dans la bonne direction, mais ils sont pas encore au sommet. Et c'est sûr que hier, on a vu du côté d'Atlanta, Joseph Martinez faire une réapparition, donc a joué à environ 15 minutes dans le match et je pense que c'était très bien. Il n'a pas été dominant, mais là, il faut comprendre que c'est ses premières 15 minutes depuis longtemps. Donc, il va retrouver le rythme et il devrait aider. Finalement Atlanta à connaître du succès cette saison. Définitivement, il devrait. Et puis, c'est la remise en forme pour tout le monde. Presque toutes les équipes de la MLS, remise en forme. La remise en forme des matchs, parce qu'il y a des rythmes de matchs, parce que c'est les débuts de la saison pour certaines équipes qui commencent la Champions League ce soir. Puis, on a vu aussi que les équipes maintenant, tranquillement, sont en train de se modeler. Et puis on commence à voir aussi l'identité de certaines équipes et puis voir comment que les équipes vont jouer. On a hâte de voir l'Impact commencer. Ça s'en vient. Ça s'en vient le 17 avril. Et puis on voit que Jason DiTullio qui a parlé aujourd'hui avec les médias et puis qui a dit qui a bien mentionné que cette équipe-là va être prête et qu'il n'y a pas d'excuses. On laisse toutes les excuses de côté et puis tout le monde est dans les mêmes situations. Et puis, moi, j'aime déjà cette attitude-là. Puis, espérons que les résultats dès le début vont être favorables pour les Bleus, Blancs, Noirs. Et ça débute face à Toronto, qui aura quand même 2 matchs. Là, celui de ce soir, il va avoir le match retour. On a déjà joué Toronto 2 matchs pré-saison présentement. Donc, on a gagné 3-0 contre Fort Lauderdale FC et 4-2 contre le Crew de Columbus. Ça sera pas facile pour le CF Montréal qui va avoir dans ses jambes, lui, 2 matchs pré-saison. 2 matchs contre des clubs USL. Il y en a un demain et il y en a un également un petit peu plus tard cette semaine face aux Rudies de Tampa Bay. Bref, c'est pas le même niveau, là. Pas le même niveau. Puis, écoute, ça leur donne aussi le temps de mieux se préparer. Hein? Ça leur donne aussi le temps de se préparer. Mais je suis d'accord avec toi que Toronto FC vont déjà avoir un pas d'avance parce qu'ils vont avoir déjà 4 matchs dans les jambes, puis un rythme de jeu déjà bien établi. Et puis, il va falloir voir un impact prêt mentalement, physiquement, pour pouvoir compétitionner contre Toronto. Est-ce que, dans le fond, là, si je regarde les 2 matchs pré-saison qui s'en viennent, celui de demain et l'autre contre les Rudies, Wilfred Nancy, le but, c'est pas de gagner ces matchs-là, mais c'est de se positionner pour justement se préparer au premier match le 17 avril prochain face à Toronto. C'est strictement ça. Fait que, moi, demain et samedi, je pense le match contre les Rudies, je regarde pas nécessairement le pointage. Ce que je regarde, c'est comment les joueurs, comment on va évoluer, c'est quoi le schéma tactique, qui aura du temps de jeu, qui sera le capitaine, bref, je vais regarder ce qu'on met en place du côté du CF Montréal, mais
D'après moi, on est plus dans le fine-tuning, les ajustements de dernière minute du côté de Wilfred Nancy, parce qu'il doit déjà avoir une bonne idée dans sa tête de comment il va jouer le match face à Toronto, doit regarder présentement Toronto-Léon et regardera sans aucun doute celui de mercredi prochain. Mais c'est clair que CF Montréal, tout ce qu'ils font, c'est se placer tranquillement. Fait que le résultat ne veut pas vraiment rien dire pour les 2 matchs pré-saison. Absolument pas. Et puis, tu amènes un bon point, JF, par rapport au résultat. Puis les gens doivent comprendre que oui, c'est vrai que c'est des matchs de préparatoire. Puis l'Impact a besoin de se préparer. Puis, tu l'as bien mentionné, de se tourner. Et puis, ils veulent voir les derniers ajustements à faire au niveau tactique avec les éléments qu'ils ont. Puis, une autre chose que tu as aussi bien dit, que Wilfried Nancy, il a déjà une idée, moi je pense qu'il a déjà une idée qui va être son 11 partant. Mais là maintenant, c'est de donner du temps de jeu à certains joueurs pour qu'ils trouvent un rythme de jeu. Puis certains joueurs qui ne se connaissent pas aussi sur le terrain, à se connaître au niveau des déplacements qui vont se faire. Puis comment, parce que jouer avec Basson qui joue latéral gauche, puis l'année dernière, je ne sais pas c'est qui jouait le milieu gauche, s'ils ne se connaissent pas encore, il faut qu'ils trouvent un rythme de jeu sur le terrain. Parce que souvent, l'an passé, on avait Raitala dans cette position-là avec Corrales sur le corridor. Donc là, on va changer ça. Sûrement que ça va être Binks et Miller qui vont prendre les 2 places en défensive centrale. Donc, c'est un ajustement pour tout le monde. Et c'est la première fois aujourd'hui que le groupe évoluaient tous ensemble. Donc, ça aussi, c'est un ajustement assez important là, pour cette formation-là. Et gros ajustement, puis aussi les consignes que les entraîneurs vont donner, le staff technique va donner sur le terrain, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec le ballon, qu'est-ce qu'ils veulent faire sans le ballon, qu'est-ce qu'ils veulent faire quand l'adversaire a le ballon, si c'est le latéral gauche qui a le ballon. Donc, tout ça aussi, c'est important. Donc, ces matchs préparatoires-là sont là pour ça. Et puis les jeux arrêtés aussi, les corners, les coups francs et tout ça aussi. Donc, c'est bon pour les joueurs. Donc, ils mettent tout ça en pratique dans les matchs préparatoires. Puis, mes matchs préparatoires, ça permet aussi à que les joueurs gagnent confiance. Puis, c'est pour ça aussi qu'on joue contre des équipes à un niveau un peu plus bas, un rythme un peu, donc pour permettre à ce que l'équipe trouve un rythme de travail sur le jeu. Et je pense qu'ils vont le trouver. Est-ce que tu as vu cette semaine sortir le classement, les prédictions de classement pour le CF Montréal? Je ne sais pas si c'est moi qui ai des lunettes roses parce que je suis un fan du CF Montréal, mais à peu près toutes les analyses de la MLS les plaçaient 13 ou 14. Donc, tout le monde voit le CF Montréal dans le fond, là, dans la cave, bien creux. Dans la cave. Mais je comprends pourquoi, JF. Puis les experts de la MLS, puis tu sais, c'est drôle, c'est notre mentalité aux États-Unis, puis ici, puis il y a les experts un peu partout dans le monde du sport, et puis qui donnent leurs prédictions. Écoute, l'Impact peut surprendre beaucoup de gens cette année. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui arrivent à l'Impact qui n'ont pas beaucoup d'expérience de la MLS. C'est énorme. Cette année, l'entrée et la sortie des joueurs en MLS chez le CF Montréal, c'est incroyable. Puis je vais juste essayer d'aller... ça serait intéressant de voir parce que honnêtement, il y a pas beaucoup de joueurs qui ont beaucoup d'expérience de la MLS. Et puis, professionnels, on s'entend, oui, c'est des professionnels, c'est des joueurs qui ont quand même beaucoup d'expérience à d'autres niveaux. Mais il reste à ce que s'établir dans la MLS, s'intégrer dans la MLS, il reste qu'il faut le faire. Ben oui, c'est ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Chicharito, il y a eu de la difficulté l'an dernier parce qu'il n'y avait pas les bons individus alentour de lui. Ouais. Donc, une équipe jeune
une équipe jeune, pas beaucoup d'expérience, un entraîneur jeune, mais quand même beaucoup d'expérience dans la ligue, mais un entraîneur jeune. Il était assistant entraîneur, maintenant il est entraîneur en chef, mais c'est quand même un entraîneur jeune. Oui. Donc, on voit que c'est une équipe qui est très jeune, qui va se battre match après match pour espérer d'obtenir des 3 points après chaque match. C'est ça, et ça sera pas facile, ça c'est sûr. Ça sera pas Puis, facile. je vais aller vous mettre à l'instant. Je ne sais pas si on va réussir à bien le voir. La liste des joueurs entrés et sortis. Bon, ça c'est bon ça. Je vais juste enlever ça ici pour qu'on voit bien. Donc, entrée, on a Assi, Bassong, Breza, Hamdi, Hurtado, Ibrahim, Johnson, Mihailovic, Meller, Saliba, Struna, Torres et Zouri. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nouveaux joueurs qui seront soit titulaires ou sur le banc. Donc, c'est 13, c'est plus que ton 11 de départ. Et de partie, ben là, on perd Bojan, on perd Corrales, Fanny. Je vais parler là juste des joueurs établis, si on veut, en MLS. Bojan, Corrales, Fanny, qui jouait souvent. Jackson Hamel. Okonkwo, qu'on voyait quand même de souvent. Raitala, Shamit Chom, Urruti. C'est au moins 8 joueurs là, faciles qui étaient disponibles et qui avaient beaucoup de minutes de jeu. Donc, c'est une équipe Arius qui aura énormément changé de visage dans la saison morte. C'est un nouveau club et puis c'est ça que les gens doivent être conscients. Puis ça prend du temps. Écoute, ça peut prendre du temps à installer une certaine chimie comme la chimie peut s'installer très vite. Et moi, je pense que Larry, en ce moment, je lui donne le bénéfice du doute. Je pense qu'Olivier Renard, en ce moment, a toujours pris les bonnes décisions depuis le départ de Thierry Henry. Et puis, était sur la bonne voie de vouloir restructurer cette équipe-là, de donner une identité, une nouvelle identité à cette équipe-là. Et aujourd'hui, cette équipe, elle a une nouvelle identité. Et c'est pas facile à bâtir parce qu'on le voit, Toronto FC s'est rebâti, ont eu des années de misère, ils ont réussi à se reconstruire. L'Union de Philadelphie, même chose, ont pris plusieurs années avant d'arriver au sommet, ils le sont présentement. Le Crew de Columbus, c'est une formation qui a développé et qui s'est amené donc dans les sommets. Et là, on commence à parler de dynastie du côté du Crew de Columbus, mais on a atteint un stade de maturité qu'on n'a pas chez le CF Montréal présentement. Pas du tout. Bassong, OK. On va juste nommer les joueurs qui ont du temps de jeu puis qui ont qui ont de l'expérience dans la MLS. Je pense que c'est Meller et Mihailovic. C'est les deux seuls. C'est les deux seuls. Assi arrive de Beauport. Oui. Basson de la Belgique. Oui, c'est ça, exactement. Breza arrive... de la Bologne. C'est ça, exactement. Donc, Hamdi, a pas joué. C'est ça. Hamdi n'a pas joué. Hurtado jouait avec Minnesota United. Hurtado avec Minnesota, ouais. Ibrahim. Donc, c'est ça. Ibrahim. Johnson arrive directement de l'étranger. Mihailovic, qui, lui, jouait, qui arrive de Chicago. Est établi, mais est quand même un jeune joueur. Un jeune joueur, avec la sélection U23, donc, des États-Unis. Meller, qui arrive de Orlando. Oui, et ça, je pense que ça va être bien. Saliba, même chose, un tout frais. Struna qui arrive de l'extérieur, donc de la MLS. Torres arrive de l'extérieur. Et Zouir est un joueur donc de l'académie. Fait que c'est beaucoup de joueurs qui n'ont pas eu encore de minutes de jeu en MLS. Dans la MLS. Et qui n'en auront pas officiellement avant le premier match de la saison. Parce que là, on va jouer contre les Rudies. On va jouer contre deux clubs USL.
qui pourrait s'apparenter un petit peu plus à la CPL. Donc, tu sais, c'est sûr que je pense que la USL est vraiment une coche en haut de la CPL, mais c'est quand même pas encore la MLS. Non, c'est pas la MLS. Et puis, dans le fond, bon, tout à l'heure, on parlait des matchs préparatoires, mais c'est pour voir ces joueurs-là. Les Wanyama, les joueurs expérimentés, les joueurs qu'on sait déjà qui sont établis, les Kyoto et tout, ces joueurs-là, on veut voir s'ils sont prêts pour la saison, là. C'est ça, exactement. Donc, ces joueurs-là, on va peut-être les faire jouer 20 minutes ou peut-être les faire commencer les 20 premières minutes, 25 minutes. Après, on les met sur le banc. Mais les autres, on veut les voir jouer parce que on les connaît pas. On doit les comprendre, on doit les voir jouer, puis on doit voir s'ils comprennent notre système, s'ils comprennent ce qu'on veut aller rechercher. Et puis, le staff technique est là pour ça. Et puis, et c'est ça, ce que tu veux voir, c'est la réaction quand la pression vient, qui est pas pareil, qu'on le veuille ou non, qu'on ait des bons exercices, mais dans la réalité d'un entraînement, même si tu sépares ton groupe 11 contre 11, les oranges contre les gris, c'est pas la même intensité à l'intérieur d'une même formation. Le groupe se sépare en deux qu'un match, donc purement disputé. Exactement, Jeff. Le bon terme, c'est situation de pratique, situation de jeu. C'est deux choses différentes. Complètement différentes. Complètement différentes. Fait que faudra voir ce que ça va donner, mais quoi qu'il en soit, donc CF Montréal qui entame sa pré-saison officiellement demain avec un premier match et jouera donc un deuxième face aux Roadies avant d'affronter Toronto FC le 17 avril prochain et ça va être bon, ça va être présenté à TVA Sport. On a hâte parce que sincèrement, One Soccer commence à avoir de la misère. D'un, tu sais, la qualité de la présentation est plutôt moyenne, là, mais tu sais, on n'est pas capable de l'avoir en français. En français, il n'y a rien dans la mi-temps. À la mi-temps, là, tu vois le terrain en train de se faire arroser. Il n'y a personne qui te parle. C'est un peu ridicule. Et tu sais, le commentateur hier, en tout cas, du match, là, des deux matchs que j'ai écoutés, ça y tentait pas. Je pense qu'il voulait son congé de Pâques. Il voulait pas travailler. Il va travailler. Mais des fois, je me demande, en tout cas, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais on en a déjà parlé. Je pense qu'on en a long à dire là-dessus. Mais écoute, je voyais des publicités passer, la MLS sur Fox et tout. Il y a au moins plus de 30 matchs sur la télévision nationale qui vont présenter aux États-Unis. Ici, on a 3 équipes. Puis même si c'est Vancouver, même si c'est Toronto, moi, je veux les voir jouer. Moi aussi. Peu importe. Peu importe. Donc, pourquoi pas avoir 30 matchs aussi? C'est une dizaine de matchs de chaque équipe sur la télévision nationale et puis qu'on voit que on a de l'intérêt pour le foot au Québec, puis on a de l'intérêt pour le foot au Canada si on veut obtenir la Coupe du Monde, puis comme il faut. Tu sais, en plus, Arius, moi, personnellement, là, je serais même pas difficile. Si Radio-Canada décide de présenter nos matchs d'équipe nationale, comme ils le font avec Canada féminin, sur le web, et qu'on dise, regarde, on va en profiter pour former des nouveaux journalistes sportifs, même si je les connais pas, moi, je vais donner une chance aux coureurs, je vais être là, puis je vais écouter. Mais qu'on s'en serve... d'un, ça va être bon pour la culture soccer, ça va être bon pour la formation de ces jeunes-là qui peut-être voudront après aller décrire le football, le baseball, le basketball, le hockey. Quel que soit le sport. Tu sais, ça demeure quand même pareil, là, le métier de journaliste et d'analyste. Donc, tu sais, qu'on leur donne une plateforme à ces jeunes-là pour qu'ils puissent apprendre et se développer. Tu sais, je regarde Richard qui est avec nous dans MLS Franco, qui est étudiant présentement et qui rêve d'aboutir à TVA Sport ou à RDS. Il faut qu'il commence à quelque part. Et de décrire des matchs comme ça, et je pense que One Soccer
gagnerait énormément, même si c'est pas la radio d'État, la télé d'État. Je pense que One Soccer gagnerait à investir dans des présentateurs québécois, des émissions d'avant-match, après-match. Puis je regardais là ce soir, c'est sûr, c'est Toronto. Ouais. Il y avait un avant-match et il y aura un après-match du côté de One Soccer. Mm-hmm. Puis c'est parfait, c'est ça qu'il faut. Mais présentement, c'est pas ça pour toutes les formations et ça devrait être ça, je pense. Ça devrait être ça et puis ça devrait être le rôle des gens, encore une fois, peut-être qu'on se répète, qui fait du développement, ok, mais on fait pas juste du développement d'un joueur de soccer, on fait aussi du développement de tout ce qui entoure le sport. Oui. On parfait les connaissances. Voilà, exactement. Donc, comme on disait tout à l'heure, les anciens joueurs pros qui vont devenir peut-être analystes ou qui vont devenir directeurs techniques ou qui vont devenir directeurs sportifs, quel que soit qu'est-ce qu'ils vont mettre sur pied pour le développement du sport, c'est ça qu'on a besoin. Ben oui, c'est ça, exactement. Et, tu sais, je regardais, puis on parle souvent des Eurosnobs qui boudent la MLS. J'écoutais aujourd'hui le PSG Bayern. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a comme produit sur One Soccer. Si moi, je suis habitué d'écouter un match d'une ligue européenne et que là, je me branche sur One Soccer pour écouter Portland contre CD Marathon, je suis déçu, là. On n'est vraiment pas au même niveau. C'est sûr que, bon, c'est pas le même investissement, je suis d'accord, mais je pense que l'intensité, la passion de l'équipe qui produit doit transparaître, là, puis c'était pas le cas, en tout cas, pas dans les matchs d'hier. Moi, j'ai trouvé. Les matchs d'hier. Mais est-ce qu'on a vraiment l'intérêt de vouloir que ça change? Nous, les auditeurs, nous, les amateurs de foot, parce que des fois, je me pose la question, est-ce qu'on a intérêt de continuer à supporter ces grandes plateformes-là ou de supporter des DAS qui viennent de l'étranger, qui viennent d'ailleurs, ou on a l'intérêt de juste continuer à promouvoir le sport dans notre pays, dans notre province, et puis qu'un jour, qu'on soit l'exemple, le modèle pour le monde entier. Non, n'est-ce pas? Je pense que c'est comme ça. Moi, je pense que c'est comme ça. C'est comme ça. Puis, tu sais, One Soccer est né de Mediapro, qui est déjà un géant en Europe, qui a dépilé des millions pour avoir la CPL. Un modèle qui, sincèrement, ne peut pas être rentable. Je comprends la CPL d'avoir sauté sur le deal qui a été offert, mais on parle de 100 millions pour 10 ans, le contrat qui relie One Soccer à la CPL. Je pense pas sincèrement que la CPL va ramasser l'équivalent de 100 millions en abonnement One Soccer. Je pense pas que c'est assez attractif. Si One Soccer se serait associé à la MLS, j'y aurais peut-être plus cru. Mais avec la CPL, je suis pas certain que c'est assez attractif pour dire qu'on va rentrer dans le 100 millions. Donc, c'est des plateformes qui, ici, à un moment donné, trouvent pas le seuil de rentabilité, vont être appelées à disparaître. C'est dommage. Et moi, je pense que éventuellement, les circuits professionnels vont arriver avec leur propre plateforme. On voit là, présentement le site de la MLS se transformer. Ça m'étonnerait pas qu'éventuellement les sites présentent eux-mêmes les matchs et récoltent donc tous les droits de diffusion dans son ensemble. Donc ça m'étonnerait pas. Puis c'est sûr que pour un club comme CF Montréal, qui là s'est mis à vendre le collectif, je pense qu'ils appellent ça CFM, où on a des podcasts, où on a des séquences vidéo, audio puis tout ça. Éventuellement, si tous les détenteurs de billets de saison payent un peu plus cher puis qui ont accès aux matchs là à l'étranger,
Moi, je pense que c'est bien plus payant pour eux autres d'utiliser cette plateforme-là que de se tourner vers TVA Sport pour réussir à aller chercher une partie de ce que TVA Sport va réussir à vendre à son auditoire. Et je me questionne des fois, puis tu amènes un super bon point, JF, je me questionne aussi, est-ce que c'est vraiment les vrais fans de soccer qui écoutent le soccer à TVA Sport? Peut-être pas. Ah, c'est ça. Moi j'aimerais ça voir un genre de sondage, là. Est-ce que c'est vraiment... Qui écoute le foot, l'Impact de Montréal à TVA Sport ou à TSN ou à RDS? Parce que moi, sans farce, là, tu sais, je regarde ici, là, puis c'est sûr que je partage ça avec mon garçon, là, mais on a un abonnement One Soccer. On a un abonnement DAZN. On a l'autre... attends, je dois l'avoir... Football? Non, c'est la même chose que One Soccer, ça? One Soccer, DAZN, puis l'autre, j'ai pas assez d'applications là-dessus. On vient qu'on en ramasse. C'est ça. Le nom m'échappe, puis je la trouve pas. C'est-tu Fox Soccer? Non, mais semble c'est pas TuneIn. Bean Sports, c'est ça. Bean Sports. C'est ça. C'est ça. Fait que, ça finit plus. ça finit plus. Fait que, tu sais, à un moment donné, t'as pas le choix d'arrêter d'en rajouter. Mais les gens qui consomment le soccer, ils consomment pas que la MLS. Donc, puis c'est à ce public-là là, qu'on essaie de s'adresser, mais on leur offre rien. Fait que les gens disent, ouais, mais il y a personne qui écoute TVA Sport. Oui, mais à TVA Sport, il y a rien d'autre que la MLS. Puis ça, c'est si le Canadien joue pas, s'il y a pas ci, s'il y a pas ça. À un moment donné, on peut pas. Puis il y a tellement... Tu sais, il y a pas tant de sport que ça, là. Présentement, on a une équipe professionnelle au Québec, tu sais, majeure, qui est le Canadien de Montréal. Après ça, après presque toute la place. C'est ça. Après ça, tu as le CF de Montréal, les Alouettes. Il n'y a plus de baseball. Il n'y a pas de NBA. C'est Toronto en vrai. Fait que, mais, il y a les Rockets. Les Rockets. Pour moi, c'est semi-professionnel ou en tout cas développement un peu comme la LHJMQ. Fait que dans le sport majeur, on en a 3. C'est le hockey. On a TVA Sport, TVA Sport 2, RDS 1, RDS 2, RIS Info, puis on réussit pas. On réussit pas à avoir notre soccer, puis là, ben, faut se tourner sur plein de plateformes comme ça, payantes, et des soirs, là, t'écoutes TVA Sport, puis là, c'est Motoneige TV, puis la chasse et pêche. Chasse et pêche, puis tu sais, en tout cas, je serais curieux de voir les codes d'écoute de ces émissions-là. Puis on le dit, là, TVA Sport perd des parts de marché, RDS perd des parts de marché. Ils pensent qu'ils se font compétition, mais ils sont en train de se drainer par en bas. C'est pas eux autres la compétition. La compétition, c'est One Soccer, c'est DAZN, c'est Bean, il y en a un, c'est TUDN, je pense, en tout cas. Les Fox Soccer, puis ces choses-là, les applications comme ça qui te donnent vraiment ce que tu veux. Puis moi, mon gars, parce que malgré que moi j'ai presque tous les abonnements, mon garçon Cédric, qui est plus jeune que moi, bien sûr, mais il n'y a pas un match qu'il voit pas. À toute la journée, là, il m'appelle. Papa, je suis en train d'écouter tel match, là, puis c'est vraiment, je t'envoie un highlight, mais je peux pas toutes les écouter dans une journée. Mais, c'est sûr. Tu sais, eux autres, ils ont plein de plateformes, ils ont plein de, c'est fou. Puis les jeunes aujourd'hui, c'est pas tous les jeunes non plus qui écoutent un match au complet. Et puis ça serait bien aussi de voir dans le sondage quel genre de tranche d'âge qui écoute un match de soccer au complet. Ouais. Parce que puis ça me chicote beaucoup parce que... Puis tu sais, cette semaine-là, j'ai fait un sondage. Je vais aller le chercher. On va prendre 30 secondes
parce que j'ai été surpris et j'ai trouvé ça quand même relativement intéressant. Je vais juste aller le chercher. Il doit pas être bien loin. Je demandais aux gens de quelle façon, justement, qu'ils préféraient consommer leurs nouvelles de sport. Et je ne sais pas si je vais être capable d'aller le chercher comme ça. Oups. En tout cas, si tu as le choix, comment tu préfères, je vais le mentionner, je ne serais pas capable d'aller chercher l'image. Okay. Si tu as le choix, tu préfères consommer tes nouvelles soccer de quelle façon? Je donnais le choix podcast vidéo, podcast audio, par écrit ou radio et télé en direct. OK. En première place, c'est le podcast audio. Okay. Donc, là, j'ai été surpris parce que je m'attendais vraiment que la radio puis la télé allaient sortir fort parce que tout le monde dit tout le temps, tu sais, on critique beaucoup les réseaux de mass médias qui font pas le travail, mais là, je dis pas qu'ils font pas le travail, je dis si tu as le choix, sur quelle plateforme tu veux l'écouter. Donc, podcast audio en premier, par écrit en deuxième place, la radio en troisième place et le podcast vidéo en quatrième place. Donc, radio, télé en direct, c'est ex-aequo 13,9 les 2%. Mais c'est vraiment le podcast audio et l'écrit. Super. Mais Jeff, la nouvelle génération change. Puis ça m'étonne pas que ça soit énormément. Ça m'étonne pas que c'est sorti comme ça parce que on est tanné d'avoir des personnes qui sont à la radio, qui sont à la télévision, puis on sent que c'est même pas des êtres humains qui nous parlent, c'est des robots qui nous parlent parce qu'ils doivent faire attention à ce qu'ils disent par rapport à la commandite qui représente la radio et tout. Exactement. Qui est pas là des fois, qui est pas tout le temps la vraie réalité, qui est pas tout le temps les vraies choses qui se passent. Non, c'est ça. C'est ça qui est dommage. Puis moi, c'est ce que j'adore de passer tout le temps là avec toi au podcast. On dit ce qu'on veut. On dit ce qu'on veut. Et puis on dit les vraies choses. Et puis on dit ce qu'on pense. On donne notre opinion. Puis les gens peuvent être d'accord ou ne pas être d'accord. Mais on se gêne pas à donner notre opinion. Et puis je pense que les gens apprécient ça. Mais c'est clair qu'ils apprécient ça. Et donc, tu sais, c'est drôle parce que ce sondage-là, je l'ai fait via Twitter. Puis, tu sais, quand je disais ça, j'en parlais avec mon garçon. Puis, juste placer les auditeurs, mon garçon, il a 18 ans. Il me disait, tu sais, je disais ça, hey, je suis surpris, tu sais, c'est le journal qui sort en deuxième, podcast audio en premier. Puis, tu sais, là, Cédric, il me dit, il dit, tu l'as fait tout ton sondage? Je dis, ben, sur ma plateforme Twitter. Ah, il dit, ça existe encore, ça? Il dit, pour les vieux, tu sais. Il dit, si t'aurais fait le même sondage sur Instagram, c'est sûr, t'avais pas les mêmes réponses, tu sais, mais il dit, faut que tu fasses ton sondage sur Instagram, sur TikTok, tu sais. Fait que c'est là, on voit que... Ça change vite. Ça change énormément et ça change rapidement d'une plateforme à une autre. Puis on sent que les plateformes, là, s'adressent pas nécessairement au même public parce qu'on le voit avec la page Facebook du podcast, c'est jamais les mêmes commentaires que j'ai que sur Twitter. Donc, c'est vraiment une autre gang différentes qui suivent. Il y a une gang qui suit sur Facebook. Il y a une gang sur Twitter. J'ai des followers Instagram, même chose. C'est pas la même gang qui me réagit. Donc, je pense que les plateformes sont bien divergentes selon l'âge. Puis éventuellement, ça serait le fun que les podcasts comme BBN Podcast soient reconnus par ces plateformes-là parce que on prend le temps de faire le travail, on prend le temps de dire les vraies choses, on prend le temps de donner les bonnes informations aux auditeurs qui nous écoutent. Et puis, je pense qu'on fait ça avec passion parce qu'on aime ça. Clairement. Et puis, on fait ça parce qu'on veut un avancement dans ce qu'on fait. On veut un avancement dans le développement de notre sport. C'est clairement ça.
Et puis ça va être bénéfice pour tout le monde qui aime ce sport-là. Donc, Ben oui, c'est sûr. Tout le monde va en bénéficier. Puis là, tu sais, voilà. cette année, bon, c'est sûr, on est encore en pandémie, on est un peu pris avec, mais éventuellement, c'est sûr que j'aimerais qu'on utilise la plateforme pour présenter des matchs en direct. C'est sûr que, bon, j'aurais une porte ouverte peut-être là avec l'entrée de Beauport en PLSQ, tu sais, il y aurait quelque chose que je pourrais voir par là parce que j'ai quelques contacts là-bas. Bref. Mais c'est comme ça que les plateformes comme la nôtre grandissent. C'est par ces liens-là, par les invités que tu amènes, par bref, tous les contacts qu'on réussit à obtenir. Puis ben, le Québec Soccer, Association canadienne Soccer, ils veulent utiliser nos plateformes. Ben, on est là pour ça. On est les amateurs qui sont connectés à nous et puis qui veulent avoir les bonnes informations. Et puis, ben, on est là pour ça. Puis, je pense qu'on peut travailler ensemble dans le bon sens de pouvoir faire encore une fois développer notre environnement puis notre sport. C'est en plein ça, parce que, tu sais, on se le cachera pas, là, ici, le podcast, là, normalement, il est prévu pour comme 30 minutes, 45 minutes. Là, on est rendu à 1h15, mais on n'a pas cette latitude-là du côté de TVA, on n'a pas cette latitude-là à RDS, ni même à la radio. Fait que, il y a pas longtemps, on avait Sandro Grande, on a parlé très, très longtemps avec Sandro, mais c'est sûr que il donne la même entrevue, il nous donne la même entrevue du côté du 98.5 FM. Ben là, on est obligé de dire, regarde, l'entrevue, là, c'est 17 minutes 32, puis à 14 minutes 26, il n'y a plus personne qui parle parce que là, c'est Honda qui vient présenter le pilote. Fait que là pendant 32 secondes, tu sais, mais c'est ridicule. Fait que là, tu coupes ta conversation. Là, il va avoir le flash météo, puis non, tu sais, fait que... Puis, tu sais, je pense que la radio, malheureusement, a mal évolué avec le temps. Tu sais, je pense que c'est un média qui est pas dans l'air du temps. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous donner la circulation, nous donner la météo, je ne sais pas si c'est encore pertinent. Puis, je suis pas sûr qu'on accroche les jeunes comme ça, tu sais. Fait que... Pas trop, comme tu dis, j'ai l'application Météo Média, je pèse dessus, puis j'ai la météo pour le prochain 2 mois, là. C'est en plein ça, fait que de le savoir à tous les matins, puis... c'est ça! Tu sais, moi, puis c'est tout le temps la même heure, hein. Fait que moi, le matin, je fais tout le temps le même chemin, puis là, en plein milieu du chemin, là, on me dit, Jeff, fais attention, il y a de la neige sur la route, mais ça fait une demi-heure, je suis dessus. Je le sais s'il y a de la neige. C'est ça! Fait que non, c'est ça. Définitivement. Mais rien à enlever à la radio. Hein, non. Puis, tu sais, ils sont comme nous autres. Hein, c'est des gens qui sont passionnés. C'est des gens qui adorent leur travail. Voilà. Puis, c'est ça, ils le font très bien. Puis même, là-dessus, tantôt, bon, je chialais un peu sur les grands réseaux de télé, mais... Le problème, c'est vraiment au niveau des directions. Tu sais, quand j'écoute un match de la MLS à TVA Sport, Frédéric Laure, Vincent Détouche, Frédéric Gay, Assoun Camara, tu sais, ils font une job incroyable. Olivier Brett à RDS fait un travail remarquable. C'est rien contre eux. Je pense qu'on leur donne juste, comme au soccer, on leur donne pas assez de minutes de jeu. Donc, je pense qu'eux autres aussi, puis ils en parleront pas publiquement, puis c'est normal parce qu'ils sont rémunérés pour le faire, mais je pense qu'eux autres aussi, des fois, ils doivent se dire, là, tabarnouche, faudrait y aller plus fort. Là, c'est le temps, on progresse. On aimerait ça, c'est ça. Eux autres aussi, je pense qu'ils aimeraient en donner davantage que ce qu'ils peuvent faire présentement. Mais moi, je pense que c'est le problème, c'est vraiment à l'offre et la demande, et puis je pense qu'il n'y a pas assez de demandes pour qu'on nous offre ça, Jeff. Puis c'est nous les amateurs de soccer, on accepte tout. Depuis le début, on accepte tout. On accepte que le foot avance à petits pas de tortue. Ouais, ben, le foot va avancer à pas de tortue. C'est ça. Tant qu'on va pas dire là, c'est correct.
Puis, Voilà. tu sais, le média qui, malheureusement, puis c'est là que je te rejoins, le média qui dit, moi, je vais prendre le guess d'investir dans le football, dans le soccer, Oui. Je pense qu'à court terme, ça va coûter beaucoup trop cher parce que, tu sais, là, on parle des droits de CPL, c'est 100 millions pour 10 ans, mais si TVA Sport veut mettre la main demain matin sur les 5 grands circuits européens, plus la CONCACAF, plus la MLS, plus la USL, et dire, moi, ça va coûter une fortune pour aller chercher très peu de personnes là, à court terme. Puis, en plus, je commence à me demander si les gens consomment tout le sport en direct. Je pense qu'il y en a plein qui écoutent ils sont contents avec les highlights, sont contents de voir rapidement parce que, tu sais, comme tu disais tantôt, des gens qui sont capables de s'asseoir devant le téléviseur 90 minutes de jeu, plus le temps arrêté, plus le show de la mi-temps. À un moment donné, là, ils peuvent pas clencher 3-4 matchs par jour. Là. Fait que ils ont d'autres occupations. Donc, souvent, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont choisir un événement majeur, puis ils vont suivre toutes les autres en parallèle. C'est ça, exactement. Ils vont pitonner. Puis souvent, tu entends même l'animateur à la radio qui te dit j'ai pitonné toute la soirée hier en écoutant tel match. Mais pour finir avec ça, JF, mais moi, je crois que aussi, c'est le fait que, regarde, ils peuvent le faire s'ils veulent. Fait que si tu réfléchis bien à ça, quand c'est la Coupe du Monde, TVA Sport, il les présente les matchs. Oui. RDS les présente les matchs. Comme là, je pense que TVA Sport a l'Euro. Va présenter la Coupe Euro, là, la Coupe d'Euro. Là. OK? Donc, tu sais, parce qu'ils savent que là, ça va attirer beaucoup plus d'amateurs de foot qui sont non seulement connectés au foot, mais qui sont indirectement et directement au foot. Parce qu'il y a du monde qui aime écouter le foot, mais qui n'est pas un amateur de foot quotidien. Ouais. Qui va écouter le foot parce qu'il aime ça écouter le foot, mais qui suit pas l'Impact de Montréal tel quel ou qui suit pas une équipe en particulier, mais qui va juste écouter le foot en général. Mais là, quand ça vient aux équipes internationales, les pays, mais là, ça vient un peu plus chercher les gens. C'est sentimental. Hein? Ouais. Là, c'est sûr. Ben, ils savent très bien. C'est émotionnel. J'ai vu, on a parlé de la Coupe du Monde, mais j'ai vu un article en France, quand il y a eu la Coupe du Monde en France. C'est fou. Hein? C'est fou. Qu'est-ce que ça a fait côté émotionnel sur les Français, le fait que les Français ont gagné la Coupe du Monde de 2016, je crois. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, et qui a été télévisé, et puis l'effet que ça a eu sur la population. Donc, on sait quel effet que ça va avoir sur la population, l'Euro qui s'en vient, puis la prochaine Coupe du Monde qui s'en vient en 2022 aussi. On sait quel effet que ça va avoir. Fait, c'est sûr qu'on va présenter ça à la télévision nationale, parce que c'est, bon, évidemment, c'est la Coupe du Monde, puis c'est l'Euro. Gallardo vient de niveler les chances du côté de Toronto. C'est maintenant 1-1. Bravo, yes sir, une équipe canadienne. Il faut que ça reste, il faut que l'équipe canadienne reste dans la course. Je déteste Toronto. Je déteste le fait qu'il aille passer sans le match de finale. Mais là-dessus, Arius, je te rejoins. On a une formation canadienne qui est là. Je pense qu'il faut s'arranger derrière. Puis c'est exactement ça. Il faut soutenir la cause canadienne en CONCACAF. Et cette année, ben c'est Toronto. Puis on espère que l'an prochain, ça sera Montréal, mais cette année, c'est Toronto. J'aurais plus de facilité à soutenir Vancouver, mais je pense que Toronto, on va leur souhaiter malgré tout le meilleur, mais on va souhaiter des battes quand même le 17 avril prochain. Fait que à mon podcast du 17 avril, je vais avoir mon chandail de Toronto, JF. Oui, c'est correct. Moi, je vais mettre celui de CF Montréal. C'est bon. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ça va être excellent.
Fait que ça fait le tour avec ça. Ça fait le tour. Oui, super. Merci d'avoir été là. Ben, toi aussi, Arius. Merci à tous les auditeurs qui étaient là avec nous. Donc, vous allez voir, c'est la nouvelle formule. Hein. Les gens qui sont membres, on fait comme 5-10 minutes ouvert à tous. Après ça, on reste avec juste vous, les membres. Et tout au long des semaines, on vous pop donc de l'information. Si vous êtes membre, vous recevez un pop-up pour dire qu'on a mis un texte en ligne sur BBN Media. Ça va être magique pour les abonnés premium. Bonne soirée, Arius. Super. Bonne soirée à vous tous. Bonne soirée, Jeff. Bye bye.